Elisabeth et moi, avant de démarrer, avons envie de vous proposer une petite transition somatique. Nous vous invitons à vous lever. Si vous le souhaitez, hein. Pareil en Zoom. Et nous allons prendre quelques instants pour refaire circuler un petit peu l'énergie. L'énergie étant, dans mon domaine d'infirmier, de deux sortes, l'oxygène et le sucre. Donc le sucre, je pense qu'on a encore les énergies de la digestion. On va juste faire circuler l'oxygène dans le corps en refaisant un peu circuler le sang dans les doigts. Je rappelle que le sang est le véhicule de l'oxygène, donc on va respirer en même temps qu'on fait circuler le sang dans les coudes, dans les avant-bras, voilà, jusque dans les épaules, voilà. Et puis on va faire vibrer un peu nos bras. Et puis avec la paume vers le plafond, vous pouvez frapper vers le bas. Pareil à l'autre bras. En fait, on est coach sportif, mais on ne l'a pas dit. Voilà, relâchez bien les bras et sentez vos bras juste pendant quelques instants. Parfois, on a l'impression d'avoir du champagne dans les veines. Ça pétille. Ok, on va faire pareil avec les jambes. Relâchez les jambes. Pensez à respirer en profondeur, en ligne, aussi. Secouez bien les jambes. L'autre côté aussi. Voilà. Remettez du mouvement dans les chevilles. Dans un sens et puis dans l'autre. L'autre cheville. Dans un sens et puis dans l'autre. Les genoux. Dans un sens et puis dans l'autre. Voilà. Alors ensuite, on fait vibrer un peu les jambes. Faites vibrer vos jambes. Voilà. Voilà, juste. Et là, on est prêt. Et là, on est prêt. Vous pouvez vous asseoir et bienvenue dans l'atelier Me to We, du je au nous. Alors, oui. Pourquoi cet index? Pourquoi cet atelier Me to We? Jean-François et moi sommes aussi coachs consultants dans les organisations et nous accompagnons des équipes dans les organisations. Et depuis plusieurs années, vous entendez certainement parler beaucoup d'intelligence collective. Et nous sommes quelque part passés d'un stade d'euphorie lié à l'intelligence collective, c'est-à-dire c'est le Graal, hein, c'est quelque chose qui va toujours marcher tout le temps, etc., à ce que Jean-François et moi appelons la maturité en intelligence collective. En fait, nous nous sommes rendus compte que bien souvent, dans les équipes, dans les groupes, ça a bloqué ou ça a commencé à dysfonctionner à un moment ou à un autre au niveau des capacités individuelles à fonctionner en intelligence collective. Donc, nous avons modélisé des équipes qui sont dans l'excellence en matière d'intelligence collective. Alors, ce que nous allons vous proposer, c'est de penser vous-même à une équipe à laquelle vous appartenez ou un groupe. Donc, ça peut être dans une organisation, ça peut être dans le système familial, amical, à l'école, en tout cas, un collectif auquel vous appartenez. Et nous allons vous proposer de peut-être fonctionner par cadre de contraste. Soit vous avez un exemple d'une équipe, d'un groupe qui a vraiment très bien marché. Selon vous, c'était exceptionnel. Vous y avez pris de la joie, du plaisir. Il y avait vraiment beaucoup d'énergie, des réussites, etc. Soit au contraire, une équipe, un groupe dans lequel ça a été peut-être catastrophique, entre guillemets. Il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Vous n'y étiez pas à l'aise. Donc, que vous ayez un cas ou l'autre en tête, laissez venir à vous qu'est-ce qu'il y avait de présent ou d'absent dans les deux cas. Prenez le temps de le noter. Et en Zoom aussi, si vous pouvez prendre quelques notes, qu'est-ce qui était présent selon vous ou qu'est-ce qui était absent?
Et dans quelques secondes, Jean-François va nous raconter une petite histoire. Avant cela, remettez-vous dans le contexte. C'était où? C'était quand? C'était dans quelle équipe? Dans quel collectif? Et quels étaient les facteurs de réussite qui faisaient que ce collectif marchait si bien? Et quels étaient les facteurs qui ont empêché ce collectif de fonctionner aussi bien? Essayez de contraster les deux, de modéliser les facteurs de réussite et les facteurs de non-réussite dans l'autre collectif. Et s'il vous plaît, une image ou une sensation, c'est important aussi. Laissez venir. Qui fait déjà partie d'un collectif? Levez la main. Qui a déjà fait partie d'un collectif? Ok, quasiment tout le monde. Qui ici a vécu de belles expériences collectives déjà? Ok, super. En ligne, qui a déjà fait de belles expériences collectives? Super. Malheureusement, qui aussi a vécu de moins belles expériences collectives aussi, dans des groupes, Oui, hein. dans des organisations? Ok, donc quasiment les 2/3 d'entre nous avons vécu l'un et l'autre. Mais la question vraiment fondamentale, c'est qu'est-ce qui fait que ça marche bien? Et je ne sais pas vous, mais qu'est-ce qu'on en rêve de ces moments de collectif où on est ensemble, où on a l'impression d'être à l'unisson dans ce collectif. Quelle joie, quel plaisir, quelle énergie aussi on ressent à ce moment-là quand tout d'un coup les idées arrivent, ça fuse, ça avance. Mais alors quel cauchemar quand ça se passe pas bien, Ça résonne. ça plombe l'énergie, j'ai pas envie d'y aller. J'ai juste envie de rester chez moi, d'être tout seul, plutôt que de faire partie d'un collectif qui me pompe. Et on a tous, plus ou moins, ces deux expériences. Alors, Google s'est intéressé aux équipes qui fonctionnent bien. 800 équipes ont été étudiées pour déterminer quels étaient les facteurs de réussite de ces équipes qui fonctionnent bien. Et puis, on a identifié ces facteurs. Bien sûr, ces facteurs, nous, on ne les remet pas en question. Bien sûr qu'ils sont importants à l'échelle de l'organisation. La sécurité psychologique, par exemple, est un facteur clé. Mais ce n'est pas suffisant. Elisabeth et moi, ce qu'on a identifié, c'est que oui, il y a des facteurs clés issus de l'organisation, mais il y a des facteurs clés issus de l'individu. Et pour ceux d'entre vous, vous êtes PNListes qui connaissez les niveaux logiques et ce dont parlait Michael ce matin également, lié aux croyances, à l'identité, aux valeurs, etc., etc. Eh bien, nous nous positionnons spécifiquement au niveau des capacités et comme le dit Jean-François, au niveau des capacités individuelles. Parce que la capacité d'un collectif à bien fonctionner en collectif dépend de la capacité individuelle de chacun à travailler en collectif. Le travail collectif est le résultat de ses capacités personnelles. Et donc, au fur et à mesure de toutes ces années d'expérience, d'accompagnement de ces équipes, on s'est rendu compte qu'il y avait 4 compétences clés. Et j'aimerais vous soumettre une petite provocation, si vous me le permettez. En tant que PNListe, nous modélisons. Mais je trouve qu'il y a une question qui n'a jamais été posée sur la modélisation. Qu'est-ce que vous faites quand vous trouvez un modèle, que vous cherchez ce modèle, que vous le faites émerger et qu'il existe déjà? Que quelqu'un l'a déjà fait avant vous, mais vous ne saviez pas que vous alliez tomber dessus. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, Elisabeth et moi, on a décidé de ne pas inventer un nouveau modèle. En revanche, on a décidé de traduire ce modèle
est de faire vivre l'expérience de ce modèle de façon somatique. Parce que ces modèles, le modèle que nous allons vous présenter aujourd'hui, bien sûr qu'il existe déjà, et c'était la mauvaise nouvelle, on se dit « ouais, on a trouvé un truc nouveau ». Non, ça existe. Dommage. Mais la façon dont on va vous le faire vivre, ça c'est nouveau à mon avis. Je n'ai jamais vu, et peut-être que vous serez les premiers à me dire « mais si, ça existe, on l'a déjà vu ». Deuxième mauvaise nouvelle, que ce modèle, il est d'abord à expérimenter par soi-même. Martial, si tu veux bien nous mettre le PowerPoint, merci. Alors, ce qu'on a découvert, qui a déjà été découvert, hein, si je traduis, ce qu'on a découvert et qui est vraiment le fruit de notre expérience, c'est qu'effectivement, la sécurité psychologique, elle est importante dans une organisation. On définit la sécurité psychologique comme la capacité à créer un contexte dans lequel il y a suffisamment de confiance pour pouvoir être soi-même. C'est la dépendance. C'est ce que nous, on va appeler l'étape de la dépendance dans un collectif. C'est l'étape de la création de la confiance. Et pourquoi c'est important la création de la confiance dans une équipe? Eh bien, je vous propose moi-même, nous-mêmes, de faire un cadre de contraste. Imaginez une équipe où il n'y a pas cette confiance. Quelles sont les conséquences? Eh bien, les conséquences du manque de confiance au sein d'un collectif, c'est que nous n'allons pas oser être nous-mêmes, ce qui veut dire nous n'allons pas oser montrer notre vulnérabilité, nous n'allons pas oser parler de nos erreurs, puisqu'il faut garder une image positive, sans échec. Nous n'allons pas oser parler de nos ressentis, et nous allons montrer une façade qui ne reflète pas la réalité de ce que nous sommes. C'est-à-dire de cette phase de dépendance où finalement on a besoin les uns des autres, mais est-ce que j'accepte de m'appuyer sur les autres? Est-ce que j'accepte que les autres s'appuient sur moi? Un point clé est aussi à noter que pour chacune de ces compétences, il n'y a pas d'idéal. Pour chacune de ces compétences, il y aura une phase porteuse, un aspect porteur et un aspect plus pénalisant, plus limitant. Par exemple, au niveau de la dépendance, imaginez une équipe dans une organisation et imaginez qu'un jeune diplômé ou une nouvelle personne arrive dans cette équipe. Ne connaissant pas le contexte, ne connaissant pas les clients, ne connaissant pas les enjeux, il sera normal quelque part que pendant un certain temps, cette personne se mette en dépendance vis-à-vis de ses collègues. C'est-à-dire, OK, j'accepte de vous suivre, je suis nouveau, je ne suis pas en capacité consciente de prendre un leadership, par exemple. Je caricature, mais par contre, imaginez la même équipe, les personnes se connaissent depuis un certain nombre de mois, potentiellement d'années, et au cœur de cette équipe, il y a toujours des personnes qui sont dans une posture de dépendance. C'est là où ça commence à être lourd et pénalisant, parce que ces personnes devraient sans doute prendre des initiatives, avoir certaines capacités d'autonomie qu'elles ne manifestent pas. Donc, on arrive à évaluer, entre guillemets, ça au sein d'une équipe. Quelle est spontanément ou quelle est votre façon de vous positionner en équipe? Une fois qu'on a pu être authentique, une fois qu'on a pu être soi-même, qu'on a pu partager nos vulnérabilités, nos erreurs, nos hésitations, eh bien, l'avantage, c'est que ça va permettre de poser les vrais problèmes, de pouvoir poser les vrais enjeux. On va avoir des conversations courageuses. Et ça nous emmène au stade de la contre-dépendance. C'est la capacité à se positionner contre. Mais il y a des gens qui se positionnent contre comme ça, et il y a des gens qui se positionnent contre comme ça. Comme ça. Comme ça. C'est pas du tout la même énergie. Si je pose ma vulnérabilité, mon authenticité, et que je suis accueilli comme ça, qu'est-ce qui se passe? Je ne vais pas oser faire ça. Si je pose ma vulnérabilité et qu'on m'accueille, attends, stop,
je peux dire ce que j'ai à dire tout en ayant des gens autour de moi qui sont capables de faire respecter leurs limites, de faire respecter leurs frontières, sans entrer dans le rapport de force. C'est l'étape de la contre-dépendance. Donc, comme tout à l'heure, je reprends ma petite histoire. Imaginez ce nouveau diplômé qui arrive dans une équipe ou un nouvel arrivé et qui, d'emblée, pour X raisons, peut-être un ego, peut-être autre chose, va s'opposer à l'équipe. C'est ce qu'on appelle la contre-dépendance inconsciente. Quelque part, c'est une position d'égocentrisme, c'est un leadership qui pourrait amener à une catastrophe dans certaines équipes. Par contre, au bout d'un certain temps, toujours pareil, la même équipe, les personnes se connaissent, il peut être sain à un moment donné de dire non ou de dire stop, voire de s'opposer à l'équipe parce qu'il y a par un des membres un danger qui est détecté. Il y a 2 semaines, j'accompagnais une équipe où en fait, certaines personnes étaient en burn-out ou frôlaient le burn-out parce qu'équipe transverse et ils n'arrivaient pas à dire non, peur de la hiérarchie, etc., etc. Juste pour la petite histoire, vous savez peut-être que la navette Challenger qui a explosé, je crois que c'était en 1986, a explosé suite à un défaut de jointure en termes d'isolation. Sauf que si on réduit et on généralise, le défaut de ces joints était connu. Personne n'a osé dire non. Personne n'a osé dire stop, attendez. Ils ont été construits à Chicago, là où il y a de la neige, là où il fait froid, et la fusée va être lancée à Miami, en tout cas en Floride, à Cap Canaveral, là où il fait chaud et où c'est super humide. Ils ne sont pas conçus pour résister aux températures qu'il fait en Floride au moment du lancement. La capacité à dire non au bon moment est utile dans un collectif. La capacité à dire non de la bonne manière est utile dans un collectif. Ça, pas forcément. Donc, ma capacité à être dans la dépendance, ma capacité à faire confiance, ma capacité à me positionner et à m'affirmer dans le respect des autres. 3e étape, si je peux parler des vrais problèmes, si je peux en discuter en me positionnant et en m'affirmant de façon respectueuse, alors on va mettre en place un système qui va faire en sorte que ça change. Et c'est là où je ne sais pas si vous avez vécu ça, j'ai fait partie d'associations, je ne sais pas si vous avez vécu cette dynamique associative des gens qui s'appuient sur les autres et certains font tout pendant que les autres font rien. Vous avez déjà vécu ça? C'est super frustrant, hein? Si je pose les vrais problèmes, qu'on en parle et qu'il y a des plans d'action qui sont décidés où chacun va devoir jouer son rôle, il va falloir qu'on arrive à la 3e étape, c'est-à-dire l'indépendance. Et là, je reprends ma petite histoire d'équipe où toujours pareil, le jeune diplômé arrive au sein d'une équipe et décide, expert ou connaissance dans un domaine, de tracer sa route, de vivre sa vie. Mais il n'y a pas de concertation, il n'y a pas vraiment de coordination, c'est un peu un électron libre. Là aussi, ça amène à des dysfonctionnements, à de la perte de temps, à du dégénératif, voire parfois à des situations très difficiles à rattraper. Par contre, l'équipe avance et est accompagnée pendant un certain temps, plusieurs mois, plusieurs années, dans une équipe saine, avec une dynamique saine, où il y a des coordinations. Il est normal à certains moments que chacun trace sa route sur certains sujets, sur certaines problématiques. Et c'est là où les équipes arrivent à être très performantes, à faire plein de choses, avec de la joie, etc. Alors, je parle des vrais problèmes, j'ose montrer ma vulnérabilité, j'ose parler de ce qui ne va pas. J'ose en parler en me positionnant, en m'affirmant de façon respectueuse. Quand on a décidé d'un plan d'action, je prends ma responsabilité. Si je dis que je le fais, je vais le faire. Si je pense quelque chose, je le dis. Si je le dis, je le fais. Ça, c'est l'indépendance. Mais ce qu'on va voir parfois dans un collectif, c'est « ok, je m'assume, mais en fait, je vais jouer pour moi ». Et là, on va rentrer dans une autre difficulté, c'est la capacité, oui, de se positionner, mais à quelque chose de plus grand que soi. Pas juste nos intérêts politiques et nos intérêts personnels.
C'est ce que nous, on a appelé dans ce modèle l'interdépendance. Merci, Martial. Donc là, encore une fois, une équipe, c'est un peu, ça rejoint les théories des groupes, hein, une équipe qui ne serait solidaire que vis-à-vis d'elle-même et qui se positionnerait contre les autres, c'est pas vraiment de l'interdépendance puisque ça devient nous contre les autres. Par contre, une équipe qui avance sainement, où chacun assume sa responsabilité, etc., est en capacité, que ce soit en interne ou vers l'extérieur, de faire les jonctions adéquates, d'avoir des liens, des relations saines, d'établir des partenariats gagnant-gagnant, etc. Et c'est ça qu'on appelle une interdépendance saine, et ça va même au-delà des individus, puisque en matière de RSE, par exemple, ça peut inclure tous les systèmes. Le meilleur exemple que je connais, est-ce que certains connaissent Frédéric Laloux et son livre sur Reinventing Organizations? Est-ce que vous connaissez Josh de Bock, qui est un Néerlandais qui a créé un système de soins infirmiers, c'est mon ancien métier, et lui, il a un tel succès pour vous dire que lui, son entreprise de soins infirmiers ne connaît pas la crise. Il a une liste d'attente de 400 personnes. Les infirmiers veulent travailler chez lui. Il est réputé pour mettre en place le bonheur au travail des soignants. Tout un sujet. Ce qui est extraordinaire chez Josh de Bock, c'est que quand vous lui dites « Qui est ta concurrence ?», il vous répond « J'ai pas de concurrent ». On lui dit « Mais bien sûr que si, il y a des autres entreprises qui font la même chose que toi et qui ont d'autres parts de marché. » Et il répond « Non, on travaille pour la même personne âgée. On n'est pas concurrent, on est partenaire. » Alors, vous pourriez vous dire « Mais ouais, c'est des belles paroles. » Non, Josh de Bock a cette spécialité qu'il va former ses concurrents à ces pratiques pour que d'autres infirmiers aient envie d'aller travailler chez eux. Parce que pour lui, les autres ne sont pas des concurrents, ce sont des partenaires au service de la même vision. La qualité du soin prodigué aux personnes âgées. Si on a la même vision, on n'est pas concurrent, on est partenaire. Même si tu fais partie d'une autre entité économique que la mienne. Je ne sais pas si vous imaginez le niveau d'interdépendance dans lequel Josh de Bock réfléchit. Alors, par rapport à la petite réflexion que nous vous avons proposée tout à l'heure, votre cas concret au sein d'une équipe, au sein d'un groupe, est-ce que vous avez déjà un petit peu des pistes par rapport à ces 4 capacités, dépendance, indépendance, dépendance contre dépendance, indépendance et interdépendance, de là où ça a pu être porteur ou de là au contraire où ça a pu être un petit peu pénalisant? Alors, je vais mettre ici ces dépendances. Levez la main ceux qui pensent qu'il y a eu un enjeu de confiance au niveau des enjeux de cette équipe à laquelle vous vous référez. Levez la main si c'était un enjeu de confiance. OK, 4, 6, 8. Ici, contre-dépendance, la capacité à dire les choses, mais de façon respectueuse. Levez la main s'il y avait ça. Les gens. Tu cumules. Celui-là. OK. Si on peut voir les gens. Qui ici pense qu'au niveau de l'indépendance, c'était une capacité des personnes à prendre la responsabilité. Je fais ce que je dis ce que je fais. Levez la main. Un petit peu moins. 6 personnes, OK. Et ici, l'interdépendance, la capacité à sortir de ses enjeux personnels pour servir un résultat plus grand que soi. Qui pense que c'était ça? Ouais, un peu plus aussi. Au niveau des personnes en Zoom, si on peut vous voir et vous voir lever les mains ou en vrai ou par écran, ce serait chouette pour nous parce qu'on va vous proposer aussi un petit exercice maintenant. Alors, juste pour ceux qui sont en ligne, faites 1 avec le pouce si c'était un problème de dépendance. OK. Elisabeth, ouais. Vanessa, peut-être aussi. Non, tu peux répéter la question parce que je ne sais plus si c'était… Tu es sur mute. Non, juste pour continuer, levez l'index, faites 2 avec la main si c'était un problème de contre-dépendance. OK, merci.
Faites 3 avec votre main si c'était un problème d'indépendance. Ah ouais, Elisabeth aussi. Capacité, ouais, aussi, super. Et faites 4 si c'était capacité à travailler au service de quelque chose de plus grand que soi. 4 aussi, ouais, quelques personnes. Ça marche. Merci. Alors, nous travaillons avec Jean-François avec l'approche générative, c'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement dans la tête, mais le corps et le cœur sont également vraiment inclus, voire les premiers à être utilisés. Et imaginez qu'on intervienne comme ça dans une équipe où il y a des conflits, où il y a des difficultés, les gens vont rester bloqués dans leur tête et ça peut vite devenir compliqué, surtout le refus de prendre conscience de sa propre responsabilité. Donc, dans cette approche, nous la facilitons, nous la proposons aussi avec une expérimentation somatique, des petits exercices très faciles. Et en fait, c'est ce que nous allons vous proposer maintenant. Et donc, pour l'instant, j'aurai besoin d'un volontaire ou une volontaire qui soit maximum de ma taille, pas plus grand. Donc, qui voudrait venir avec nous ici? Et après, vous allez pratiquer entre vous. Ouais, t'es pas trop lourd pour moi. Ok, merci. Merci, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Alors. Test. Ton prénom, c'est David. Merci, David. Je vais tenir le micro pendant que Elisabeth et toi. Oui, alors, qu'est-ce que je dois faire? Voilà, on va te dire, je vais te proposer, on va faire une petite expérimentation somatique, et je vais te proposer de te... Non, toi, tu restes comme ça. Et puis, je vais te proposer de te laisser tomber sur moi. Qu'est-ce qui s'est passé, selon vous? Je te proposais de le refaire une seconde fois. Alors, ce que je vais te proposer, tu vois, c'est de plus jamais faire un truc pareil. Ça s'appelle la confiance aveugle. J'ai balisé, hein, je ne dis pas quelqu'un de plus lourd que moi, parce que là, je ne pourrais pas le... Et moi, qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir réagir quand même? Ah ouais, parce que sinon, voilà. La confiance aveugle fait partie des problématiques d'équipe. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, quand un collectif se forme, il est centré sur ce qu'il a à faire, pas sur les relations et les règles du jeu qui vont mener et diriger la relation entre les personnes. Et une des conséquences de ça, vous l'entendez très souvent. Ouais, mais je suis déçu parce que il fait ça alors qu'on ne devrait pas le faire. Et comme ce matin sur scène, c'était assez génial, quand tu as dit, quand il ne respecte pas les règles et que la personne en face de toi t'a dit, il ne remplace pas tes règles, il ne respecte pas tes règles, eh bien, très souvent dans une équipe, on va avoir nos règles pensant que c'est les règles. C'est ça. Et on va être concentré sur le travail à faire, mais pas sur la façon de le faire. Et là, j'avais déjà balisé. Je savais très bien que quelqu'un de plus qu'un certain poids ou taille, je n'étais pas en capacité de la retenir. Mais au début, dans ce genre d'inconscience, il y a des personnes qui se jettent dans le vide. Donc symboliquement, qu'est-ce que ça veut dire dans les équipes, dans les organisations? L'enjeu est vraiment clé ici. Ne commencez pas à travailler sur un sujet sans avoir réfléchi sur comment on va aborder ce sujet, comment on va aborder les relations entre nous, quelles règles du jeu on va se donner. Et c'est pour ça qu'en tant que facilitateur, Elisabeth et moi, la première chose qu'on fait quand on va chez un client, il nous dit « Alors, la problématique, c'est ça, il faut que ce soit réglé. » Et attendez. Comment on va fonctionner ensemble? Comment vous allez savoir que cette mission, elle aura réussi? Parce que moi, j'ai peut-être une idée en tant que facilitateur qui va me permettre de dire cette mission, elle est réussie. Mais peut-être que le client, il a une toute autre idée de ce que ça veut dire cette mission aura réussi. Et puis peut-être qu'il attend des choses de moi que moi, je n'imagine même pas qu'il attend. Jean-François, tu es facilitateur, mais quand même, j'aimerais bien que tu nous fasses aussi un peu de formation. Moi, quand je viens en tant que facilitateur, je n'ai pas l'idée qu'on attend de moi que je vais être formateur. Jean-François, tu es facilitateur, mais j'aimerais bien que tu me coaches aussi un peu. Ah, ok, c'est ça, tout ce que tu attends quand tu fais appel à un facilitateur.
Ben moi, en tant que coach, en tant que facilitateur et en tant que formateur, j'ai aussi des attentes vis-à-vis de toi, cher client. Et j'ai besoin de te les partager parce que ça fait partie de mes facteurs de réussite. Et là, nous allons passer à une seconde expérience, donc c'est pas fini, mais là, tu vas... C'est ta partie. Ah, alors, pour passer de la confiance aveugle à la confiance construite, comment on fait? Eh bien, la première chose, c'est d'abord qu'effectivement, il va falloir communiquer. Et là, je vous renvoie au métamodèle. Le métamodèle est un modèle de précision dans la communication. Je vais d'abord commencer avec David et lui dire, David, est-ce que tu es d'accord qu'on fasse cette expérience ensemble? Oui. Ok. David, pour qu'il y ait de la confiance entre nous, alors qu'on commence à travailler ensemble, de quoi tu aurais besoin, à quelle distance tu aurais besoin que je sois pour vraiment te laisser porter de façon vraiment confiante et sereine? À quelle distance tu aurais besoin que je sois? À celle que tu perçois nécessaire pour pouvoir me retenir. Pardon? À celle que toi, tu perçois nécessaire pour pouvoir me retenir. C'est difficile ça, hein, quand le client vous renvoie la responsabilité de sa propre responsabilité. Donc, toi, à quelle distance tu as besoin d'être? Tu peux le sentir avec le corps. Est-ce que c'est en fait. 5 Bon, t'es trop cm? près. Est-ce que c'est 10 cm? Est-ce que c'est 15 cm? C'est bon, là, c'est bon. C'est bon, là? Ouais. Donc, c'est quoi, 15? Alors, moi, j'ai 20, là. Avec, Ouais. vous voyez, instrument, mon métamodèle à moi, il est là. Si vous êtes un bricoleur du dimanche, vous savez que ça fait à peu près 20 cm. Bon. Donc, Et vous là, on a voyez, 20 cm. juste un point, c'est ce qui se passe là, c'est que c'est le corps qui sait. Dans la tête, on ne sait pas forcément. Là, on l'évalue avec le corps, on le perçoit. Donc, ici, ça irait? Un peu plus loin encore. Un peu plus loin. Donc, on est à, Ouais. si je suis là, donc 20, on est à peu près à 40. Pourquoi c'est important, ça? Imaginez que maintenant, Elisabeth, qui n'était pas là, vienne et doivent prendre le relais. Et je lui dis, ben, c'est à peu près par là. Débrouille-toi avec ça. Non, si je dois passer le relais dans une équipe, je vais pouvoir dire à Elisabeth, pour moi, c'est 2 fois 20. Et c'est là où on en est. Imaginez les implications dans la délégation, hein. Si je dis, bah, écoute, ça fait quelques semaines qu'il est là, ouais, il a fait à peu près tout. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Il a fait à peu près tout. Et on n'est plus dans les procédures qu'on voit dans les organisations. Parce qu'une procédure, elle est standard. Et chacun de nous est un individu. Il y a de l'humain, il y a des perceptions différentes. Donc la procédure, ce serait peut-être construire une confiance consciente. Mais là, la question, c'est comment on la construit entre chacun des individus. 1, je prépare. 2, c'est un peu notre tote à nous, on va tester. Maintenant, si la confiance, elle est là, là où il me l'a dit qu'il l'attendait. Donc, je me place là, là, et on y va. Voilà. Là, je vérifie par l'expérience qu'il me fait confiance. Qu'est-ce que vous voyez? Probablement pas grand-chose. Qu'est-ce que je ne sens pas? Son poids. Quelque chose me dit qu'il se tient. Et autre chose nous dit que Jean-François était prêt avant. Il n'a pas eu à bouger comme je l'ai fait un peu au dernier moment. Donc, j'ai besoin de vérifier par l'expérience, test, operate, test, exit, dans notre tote. J'ai besoin de vérifier par l'expérience qu'effectivement, il me fait confiance. Mais je suis sûr que David peut vraiment amplifier cette confiance. Et moi, je vais le sentir comment? Par le poids que je sens sous mes mains. Je vais le sentir. On réessaye? Voilà. Voilà, là je sens qu'il y a du poids. Là je sens, lâche le bassin, relâche ton bassin. Voilà, souffle. Voilà, là je sens qu'il devient lourd. Là je sens qu'il s'appuie sur moi. Bon, il ne respire pas encore, mais ça va venir. Voilà, donc je vérifie par l'expérience qu'il me fait réellement confiance. Là, ce qui serait intéressant, c'est que toi, tu nous dises qu'est-ce que tu as ressenti de différent dans chaque situation, si tu as ressenti quelque chose de différent. Au départ, effectivement, j'ai fait une confiance absolue, mais pris par surprise la première fois. La deuxième fois, j'ai
pris le contact du regard. Mm. Est-ce qu'il y a une connexion? Mm. Est-ce qu'il y a une connexion? Mm. Je fais le pari Mm. qu'il y a une connexion. Mm. Donc, je me suis jeté dans le vide en me disant, il y a quand même quelqu'un au bout. Ouais. Mm. Voilà. Mais c'était se jeter dans le vide. Et en même temps, Et la troisième fois. Et après, Ouais. là, je peux y aller, mais est-ce que je peux le charger? Est-ce que je peux vraiment le charger ou pas? Est-ce que je peux lui en mettre plus qu'il ne peut en recevoir? Donc, le test Person Test était aussi pour moi. pour valider que la Ouais. confiance était mutuelle. Voilà. Jusqu'où je peux le charger? Et c'est là où on se rend compte que quand, imaginez, comme c'était un peu le cas au début avec Elisabeth, quand David vient là et n'a pas du tout validé que ni Elisabeth ni lui ne pouvaient faire confiance dans cet espace, c'est par exemple, typiquement, il y a 2 semaines, je coach une RH et qui me dit oh, « Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché pendant 5 mois une assistante et le jour où elle arrive, je ne suis pas là. » Et je lui dis, écoute, je suis désolé, c'est un meeting super important sur 2 jours, je ne vais pas pouvoir t'accueillir, vas-y. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe au bout de 48 heures? Elle a fait plein d'erreurs. Mais comment j'ai pu la laisser alors qu'elle venait d'arriver? Comment j'ai pu lui faire confiance aussi aveuglément? J'en ai marre, je ne trouve jamais du bon personnel. Et puis de toute façon, vous voyez ce que ça peut donner comme frustration? Parce qu'on est rentré dans un espace où elle lui dit, bah vas-y. Vas-y, je te récupérerai dans 48 heures. Et cette phase de dépendance, elle est vraiment, vraiment clé. Et souvent, elle est loupée parce qu'on a envie d'aller vite, droit au but. Alors, vous voyez, il y a plein de choses à dire et c'est passionnant. Ce qu'on aimerait, c'est que vous expérimentiez un petit peu. Merci beaucoup. Donc, alors, on a quelque chose pour vous aussi en Zoom, ça c'est sûr. Ce qu'on voudrait vous proposer maintenant, c'est de vous mettre 2 par 2. Mais s'il vous plaît, mettez-vous quand même, ou alors 3 par 3, on avait dit. Oui, avec un observateur. Par gabarit équivalent. Voilà. Alors parfois, ça ressemble à un jugement, ce genre d'exercice. Toi, tu es plutôt de mon gabarit, et des fois, ça fait plaisir, et des fois, ça fait pas plaisir. Hein? Mais dépassez ce jugement léger. Donc voilà, vous pouvez vous lever, vous pouvez écarter les chaises, aller au fond. Voilà. 3 par 3, 5 minutes chacun. On va venir et au niveau de vous, en Zoom. Juste quelques instants avant les personnes en Zoom. Première chose, vous êtes pour les garants de la sécurité de votre collègue. Pas de « vas-y ». Voilà. Hein, si vous êtes là, et le mot-clé, c'est « vas-y ». Ça veut dire que vous êtes prêt à accueillir la confiance de votre collègue. Deuxième chose, commencez facile. Dans la création de la confiance, vous savez, on va vouloir aller très loin, très vite. Et évidemment, qu'est-ce que ça génère? De la déception. Oh, dis donc, je lui ai dit de faire tout ça et tout d'un coup, boum, il me laisse tomber. Peut-être que je n'ai pas pris le temps de créer une réelle confiance. Dernière chose, la confiance est une sensation. Vous avez des gens qui veulent avoir confiance et très souvent, ça donne ça. Oui, oui, je te fais confiance. Calibrer ça. Ça veut dire ma tête a envie de te faire confiance, mais alors mon corps, il n'y est pas du tout. Et c'est là où le corps parle. Revenez à l'étape antérieure. Sentez que le poids sous vos mains est réellement la démonstration du poids de la confiance qu'il y a entre vous. Et là, on va y aller parce que tempus fugit. On y va. Et en ligne, un petit exercice pour vous. Juste faites-moi un petit pouce en l'air si vous m'entendez, si vous me voyez bien. Super. Alors, vous n'allez pas pouvoir vivre l'expérience des gens de la salle parce que Zoom ne propose pas cette option encore et c'est beaucoup trop cher. Je pense qu'il faut se regarder par là. Je te vois en face. Je ne sais pas si vous me voyez mieux comme ça. Vous voyez mieux comme ça, hein? Oui. Voyons la salle. Et donc, ce que je vais vous demander, c'est de ressentir ce geste-là. De vous associer à ce geste-là. Et parfois, quand on se connecte à ce geste-là, c'est ça, vous préférez ce geste-là? Observez la différence entre ça, nous en salle, ici, ce geste-là et ça. Et plutôt vous laisser tomber, lâcher la tête. Tout ça là.
Si vous... Laissez-la se poser avec douceur. Mais on aimait bien aussi le geste. Voilà. Comme si un câlin que vous vous faites à vous-même. C'est un autre petit exercice, mais c'est vrai qu'il n'y a pas la présence. Connectez-vous à la douceur. Connectez-vous à la sécurité psychologique. À cet ancrage de la tête sur le côté, des bras qui nous entourent. Et pendant que vous ressentez ce que vous ressentez, ouais, super. Savourez quelques instants cette possibilité de ressentir de la sécurité psychologique, de la confiance dans ce geste, ici et maintenant. Oui, c'est difficile, hein, c'est difficile. Mais tu es coach aussi, c'est ça? D'accord. Et depuis cette posture-là, bien sûr, depuis cette expérience de sécurité, posez-vous la question à propos de ce collectif qu'Elisabeth vous a demandé d'identifier. Ou celle, tu vois, là, elle y arrivait. Qu'est-ce qui nous a Alors, c'est logique, permis de vivre ça dans ce collectif? Oui. Qu'est-ce qui nous aurait permis de vivre ça un peu plus dans ce collectif? C'est la vague d'intelligence collective, c'est les stades de développement des... Elle lit le livre. Et tout en restant connecté à cette qualité Bon, bien sûr qu'il y en a quelque part, mais de douceur, de protection, de confiance. Laissez venir, qu'est-ce qui était là qui nous a permis de faire ça? Qu'est-ce qu'on avait fait dans ce collectif qui nous avait permis ou de vivre ou de ressentir ça? Ou qu'est-ce qu'il aurait fallu pour qu'on puisse ressentir cela dans ce collectif? C'est l'idée que notre... Prenez le temps d'identifier quelles sont les 3 différences qui font la différence, que ce soit au niveau logique de l'environnement, des comportements, des capacités, des croyances, des valeurs, de l'identité, de la vision, qui ont fait vraiment la différence pour pouvoir vivre ça, ou qu'il aurait fallu avoir pour vivre ça. Voilà, prenez quelques minutes pour identifier les 3 niveaux, et à chacun de ces niveaux, une chose qui aurait pu faire la différence, qui aurait pu permettre de vivre ça collectivement. Et c'est ça. Et quand vous les avez, partagez-les avec nous dans le chat. Leur dire, bouge pas, ou... Sur Zoom, dites-nous ce que vous avez identifié. Des questions ou des prises de conscience à partager, que ce soit ici en salle ou en Zoom? Qui aurait envie de partager? Est-ce que ça vous a surpris? Est-ce que c'était plutôt facile, plutôt difficile? J'ai entendu quelque chose tout à l'heure au niveau de la posture. Oui. Un partage intéressant. Oui, en fait, nous deux, c'était bizarre parce qu'en fait, c'est moi qui devais la retenir et c'est moi qui stressais, qui manquait de confiance. C'est pas elle. Ouais. Donc, c'était un peu particulier. Ouais. C'est une vraie question. Comment je fais, par exemple, quand j'ai un stagiaire qui veut absolument s'appuyer sur moi et que moi, j'ai pas confiance en moi, par exemple, pour l'accueillir? Eh bien, la confiance, elle est mutuelle. C'est-à-dire, c'est pas parce que toi, tu as carrément envie de te laisser aller que moi, je peux t'accueillir de cette manière-là. C'est là où la communication et la précision du modèle de communication va être importante. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce qui est possible? De quoi tu es capable? De quoi tu as besoin, mais aussi de quoi j'ai besoin. Et c'est là où l'authenticité est aussi importante. Parce que si je me dis, non, attends, je suis son manager, je l'accueille, il faut que je tienne la route, quoi. Je ne vais pas quand même lui dire, écoute, je suis un peu bousculé en ce moment, voilà jusqu'où je peux aller. Non, s'il y a de la confiance, je vais pouvoir être authentique et dire, écoute, je suis très heureux de t'accueillir, voilà ce qui est prévu, voilà ce qu'on peut faire, et toi, tu attends quoi? Et on va discuter ensemble. On va utiliser le métamodèle.
Autre prise de conscience ou une autre question? Il y a Elisabeth en ligne, je ne sais pas si on peut l'entendre. Alors on fait un ici, un merci. Elisabeth? Oui, oui, vous m'entendez? Oui, On t'entend, Elisabeth. Oui, bonjour Elisabeth. Bonjour Elisabeth. J'ai une prise de conscience, en fait, il m'arrive d'animer, principalement, j'anime des formations, et en ce moment, beaucoup autour de la cohésion, l'intelligence collective, justement. Et Bienvenue au club. il y a une chose que j'hésite beaucoup, c'est de passer du temps, vous savez, sur les exercices d'inclusion. Ouais. Je me dis, ça va lasser les gens. Et en fait, j'avais tout au fond de moi la conviction que non. Et cet exercice-là m'a convaincue, en fait, que c'était extrêmement important. Ce que j'ai pris conscience, alors ce que j'ai noté, c'est que pour que la cohésion se crée, enfin en tout cas pour qu'il y ait quelque chose qui se crée, la confiance, il faut qu'on partage des valeurs, donc il faut qu'on en parle. Il faut aussi aller vers l'autre, et ce n'est pas automatique. Surtout en période de Covid. Et puis, il faut accepter l'autre aussi dans sa différence. On n'a pas tous le même parcours, on n'a pas tous la même histoire. Et en entreprise, par exemple, on ne vient pas de la même école, on n'a pas le même, on n'est pas cadre, on n'est pas cadre, etc. Ça peut mettre des barrières. Et il faut prendre le temps de faire comprendre, enfin, qu'on comprenne tous que ces barrières, elles sont que dans notre tête. Et qu'on a tous un objectif, par exemple en entreprise, une résolution de problème, qu'on le partage tous, quelle que soit notre fonction, notre genre, notre handicap, etc. dans l'entreprise. Ce que dit Elisabeth est très important. Pourquoi on fait des exercices d'inclusion? C'est vrai, Elisabeth le dit, on est tous différents. Mais au niveau de la structure profonde, on n'est pas différents. C'est ça. Un exercice d'inclusion, il cherche très vite à créer le lien au-delà des différences dans ce qui nous est commun. Ça peut être des comportements communs, des capacités communes, des croyances communes, des valeurs communes, une identité commune, une vision du monde commune. Et comme dit souvent Robert Dilts, plus la résonance est forte à des niveaux logiques hauts, plus le lien est fort. Parce que si on se connecte sur juste ce qu'on sait faire ensemble, ok, dès qu'il va y avoir un problème, on va s'arrêter là. Mais si on raisonne sur la vision du monde auquel on contribue ensemble, peut-être qu'il va y avoir des problèmes. Mais au fond, on sait pourquoi on est là, parce que tous les deux, on est là pour servir la même vision. Ça, c'est un niveau logique tellement élevé que la résonance qui est créée à ce moment-là permet de dépasser les problématiques de comportement. C'est plus fort. Tu avais une question ou une remarque, je sais pas. Merci. C'était pas une question, c'était juste une remarque pour dire qu'effectivement, c'est ce que l'on disait avec Benoît, avec Paul, c'est que vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire que pour réussir les choses, il y a plusieurs critères qui sont le mental, qui sont le physique, y compris, et c'est très important, tu as eu raison de le dire, la respiration et la communication. Ouais. C'est-à-dire, si on ne pose pas de questions et tout, on n'y arrive pas. Et si on réunit tout ça, ça donne un résultat qui est bien. C'est vrai en entreprise, mais je pense que c'est exactement la même chose en famille. Ah oui. Et que souvent en famille, on oublie ces systèmes de détente, de respiration. Et toi, ça va, oui, ça va, et ça va. Bon, ben, bonne journée, bonsoir, au revoir. Okay. Oui, oui. Et c'est primordial ce que vous nous dites. Merci. Merci à toi, merci à vous. Là. Autre, oui. Moi, j'ai vécu ça aussi au travers de créer une association, l'association des coachs de santé, et nous sommes 4 à la tête de ça. Je suis donc avec trois autres jeunes femmes. Et c'est vraiment ce que je ressentis. Et quand tu as dit à la fin, qu'est-ce qu'il a manqué? J'ai cherché qu'est-ce qui a manqué, parce que vraiment, il y a une authenticité, il y a une vraie vision. Vraiment, c'est pour tous les adhérents. Premier entretien, interview que nous allons avoir n'est pas Romain Mauchon, mais Gilles Mauchon.
Et en fait, Gilles et Dora va l'interviewer afin de savoir ce que ça lui a donné, ou permis en tout cas, entre la PNL et la médecine traditionnelle asiatique. Donc, on les laisse pour 10 minutes. Ensuite, vous aurez un interview entre Marc et Elodie Hart. Elodie Hart est une directrice de crèche pour bébés, je crois. Et vous savez qu'aujourd'hui, on apprend la langue des signes aux bébés pour qu'ils puissent exprimer ce qu'ils ressentent et comment ils vivent, ce qu'ils ne peuvent pas dire. Eh bien, Elodie nous expliquera au travers des échanges qu'elle a eus avec Marc comment elle a procédé avec ses bébés. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Comme tu veux. Eh bien, je mets le chrono pour 10 minutes. Bonjour Gilles. Alors, bon, on se connaît un peu quand même, hein, parce que ça fait quand même 40 ans qu'on est mariés, pas loin. Ouais. Mais bon, on va faire comme si on ne se connaissait pas. D'accord? Voilà. Alors, imaginons que je ne te connaisse pas. Ouais. Donc, Gilles, bienvenue à ce congrès. Et dis-moi en quelques mots, qui es-tu et que fais-tu dans la vie? Eh bien, écoute, je dirais, pour synthétiser, que je suis un homme heureux et enthousiaste. Et que après une carrière riche et variée, notamment dans le monde de l'entreprise, j'ai aujourd'hui 2 activités qui me passionnent autant l'une que l'autre. La première, c'est que je suis consultant en enthousiasme et en mieux-être. Ah. C'est-à-dire que j'utilise des méthodes douces qui sont destinées à faire émerger les possibles chez des personnes et grâce à ces ressources de résilience ou d'auto-guérison physique ou mentale, de faire en sorte qu'elles aillent mieux. Et dans ces méthodes douces, j'utilise notamment des techniques de médecine traditionnelle chinoise, de Reiki japonais, de Dien Shan vietnamien, et j'utilise aussi, parce que c'est quelque chose que je pratique depuis 30 ans, la sophrologie, qui est un outil de préparation mentale à la fois pour des sportifs de haut niveau ou des équipes de managers. D'accord. La deuxième activité, je suis écrivain de théâtre et romancier, mais je ne vous parlerai pas de ça aujourd'hui. Non. Tu m'inviteras le jour où j'aurai le concours. Voilà. Pour l'instant, on va parler de PNL. Alors, dis-moi, pourquoi tu as appris la PNL alors que tu es thérapeute en médecine traditionnelle asiatique? Ben, j'ai appris la PNL parce que je me suis rendu compte que les personnes qui réussissaient de manière plus exceptionnelle que les autres n'étaient pas plus intelligents, n'avaient pas plus de diplômes, ils n'étaient pas dotés d'un cerveau plus gros que le mien, elles n'étaient même pas nées plus confiantes, plus charismatiques ou plus chanceuses que les autres. Mais par contre, si elles avaient ce degré de réussite, c'est que je me suis rendu compte qu'elles utilisaient également des techniques de communication et qu'elles utilisaient notamment la PNL. Alors je me suis dit, ben, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Et je me suis lancé dans ce long travail d'apprentissage pour modéliser à la fois le savoir-être et le savoir-faire qui me manquait et qui complétait parfaitement ce que je fais. D'accord. Alors, moi, j'allais te demander, dans cette fameuse PNL donc, que tu as découvert, est-ce qu'il y a quand même, je ne sais pas, deux grands concepts, Donc, tu étais censé me demander autre chose avant? Non, mais on ne me demande pas. Ah bon, d'accord. Parce qu'il y a le chronomètre qui… voilà. Voilà. Voilà, donc est-ce que tu as quand même 2 grands concepts, par exemple, qui aujourd'hui sont utiles dans ta vie? En termes de PNL, j'entends. Il y en a pas mal, mais c'est vrai que les 2 grands concepts que j'ai retenus et qui sont indispensables à ma vie de tous les jours, c'est en fait 2 présupposés de la PNL. Le premier présupposé de la PNL, c'est celui qui dit que le corps et l'esprit font partie du même processus systémique. Et c'est un processus que je vois à l'œuvre chez mes patients régulièrement, et quand je constate que trop souvent, la somatisation devient leur seul moyen de s'exprimer. Et c'est quelque chose que j'ai
je me suis aperçu que j'avais vécu étant jeune, quand j'étais étudiant. Il se trouve que je suis d'une famille du milieu médical, médecin, dentiste, pharmacien, etc. Et bien entendu, j'ai passé un bac scientifique. Sauf que le jour où j'ai eu le bac, j'ai décidé que je ne ferais pas des études supérieures scientifiques, mais je ferais des études de droit. Et là, ça a été le choc dans la famille. J'étais un petit peu le vilain canard qui sortait du cadre. Et je me suis lancé dans les études du droit. Ils ont été assez aimables, ils m'ont pas critiqué trop longtemps. Et je me suis aperçu, notamment dans mes 2 premières années de droit à la faculté de Dijon, que à chaque fois que j'allais passer un examen, et notamment un oral, j'avais systématiquement un abcès dentaire, c'est-à-dire que j'avais une fluxion dentaire, j'allais passer l'oral avec une chique comme ça, alors que je savais que j'avais des dents qui étaient très saines. C'était particulièrement gênant, jusqu'au jour où j'ai pris conscience que mon père étant chirurgien dentiste, quelque part, je m'auto-punissais d'avoir fait des études de droit et je me fabriquais un abcès dentaire avant d'aller passer l'oral. Ce qui était génial, c'est que le jour où j'ai pris conscience de ça, j'ai plus jamais eu de ma vie un abcès dentaire. Et en plus, j'ai eu ma maîtrise de droit, donc c'était bien. Donc, le corps te rappelait. Exactement, exactement. Et le second concept, c'est un autre présupposé de la PNL, qui dit qu'il est plus facile de se changer soi que de changer l'autre. Et ce présupposé, je l'ai expérimenté sur moi, car c'est vrai qu'un de mes traits de caractère, c'est pas toi qui me contrediras, c'est la colère. Oh non. Franchement, non. Et j'ai tendance à être assez vite irrité, voire très en colère, quand je suis face à des événements ou des personnes qui ne respectent pas les règles. Pas les tiennes. Les miennes. Hein. Effectivement. En clair, pour ceux qui connaissent l'énéagramme, je suis base 1. D'accord? Et ce qui fait que j'entre très vite dans cette irritabilité qui peut même être parfois un peu directe, un peu presque violente, et qui gâche malheureusement les relations que je peux avoir avec l'autre. Alors, j'ai pu faire le lien également, justement, entre ce présupposé de la PNL et les médecines traditionnelles chinoises, où notamment la colère est quelque chose qui est en lien avec c'est une émotion qui est liée au logiciel du foie. Et le logiciel du foie gère les peurs, et la peur est également une émotion. Donc, la PNL m'a permis de porter mon attention sur, non pas sur l'autre, mais sur ce que provoquait en moi le non-respect, par exemple, d'une règle. Et j'ai ainsi appris, en quelque sorte, à mettre des mots sur cette émotion, sur ce que je ressens, et ça me permet de l'exprimer d'une toute autre manière et d'être un peu moins pénible avec les autres et que ce soit un peu moins pénible pour moi. Et c'est ce que la PNL vous a apporté dans notre relation, mais ça, on ne va pas leur en parler là tout de suite. Alors, moi, je voudrais bien que tu nous donnes des exemples, au moins 2 exemples où la PNL t'a vraiment été utile dans ta vie professionnelle. 2 exemples bien concrets. Ouais, alors, c'est vrai que, bon, j'ai pas mal d'exemples, mais il y en a un auquel je pense et qui me fait le plus chaud au cœur. C'est c'était en 2010 de mémoire, j'ai fait la préparation mentale de l'équipe professionnelle de handball de l'Étoile sportive du Sahel à Sousse, en Tunisie. Et au-delà de l'apport de la sophrologie, que j'ai bien entendu utilisé comme d'habitude, c'est le travail PNL à la fois sur les états internes et sur les ancrages qui nous ont permis d'aller, alors qu'on n'était pas favoris, qui nous ont permis d'aller remporter la Coupe d'Afrique, la finale de la Coupe d'Afrique, qui se déroulait ce jour-là à Casablanca contre la meilleure équipe d'Égypte. Et c'est vraiment le lien entre travail sur le mental, les ancrages PNL, les états internes, etc., qui ont permis de faire en sorte que tout ça se passe bien.
probablement le changement de perception et de représentation Exactement. avec les croyances et les valeurs Tout à fait. qui allaient avec. Tout à fait. Alors, maintenant, une de mes questions serait aussi, il y a certainement des stratégies de communication et de changement, puisque qui dit PNL dit communication, dit changement. Est-ce qu'il y a des stratégies de communication et de changement que tu as installées dans ta vie professionnelle et qui a amené une autre façon de travailler dans ce domaine des médecines traditionnelles asiatiques? Comment la PNL est entrée? La première des choses, c'est bien évidemment le questionnement. Le questionnement PNL qui me permet aux patients que je reçois à la fois de clarifier et de préciser en quelque sorte les expériences qui ont fait qu'ils sont venus prendre rendez-vous avec moi. Alors, avec également les positions perceptuelles qui me permettent de faire percevoir à mes patients leurs expériences de mal-être d'une autre manière que celle qu'ils la percevaient spontanément. En clair, de faire une espèce de dissociation et de revivre les choses. Donc, tu utilises le questionnement avec le métamodèle. Voilà, avec le métamodèle. Ensuite, les positions perceptuelles, y compris en clair associé, dissocié, et ensuite la position méta, qui permet d'avoir un peu du recul par rapport aux choses. Et qui leur permettent de quoi? Qui leur permettent de se rendre compte que s'ils veulent, ils peuvent. D'accord. Hein, que s'ils veulent, ils peuvent, et que vraiment le message que je fais passer aussi, c'est que dans l'univers, tout est énergie, et que si on veut, on peut. Et notamment toutes ces méthodes asiatiques, c'est pas des baguettes magiques, c'est tout simplement l'utilisation, j'allais dire, intelligente et rationnelle de l'énergie, avec des points d'acupuncture, avec tout ça. Très bien. On avait une dernière question, mais on va s'arrêter là parce que le timing est terminé. Je te remercie. On se retrouve éventuellement ce soir. Ouais, on se reverra. On peut les applaudir vraiment très chaleureusement. Merci à vous deux. Nous avons bien ri, nous avons appris et nous avons aimé. Merci. Merci. Ah, peut-être que j'enlève le… Merci. Je vous le garde 2 minutes. Est-ce qu'on a besoin d'enlever? Marc, tu m'entends? Je vous entends bien. Je ne sais pas si je suis en… Vous nous entendez bien aussi? Oui. Oui, je vous entends bien. Ok, donc on va vous passer la parole. Merci à vous. Merci. Bonjour à tous. Bonjour Élodie et merci de vouloir partager avec nous cette pratique du geste associé à la parole en crèche. Donc cette pratique, très brièvement, et puis je te passe la parole Élodie, cette pratique est née au milieu des années 80 aux États-Unis. Le docteur Joseph Garcia avait des amis qui étaient sourds, malentendants et qui ont eu des enfants. Et ces enfants étaient bien entendants. Et donc, il s'est aperçu, en allant chez eux, alors que ces enfants avaient quelques mois, que les parents, ses amis, ses parents, signaient, faisaient des signes pour boire, pour manger, pour appeler papa, appeler maman, pour être langés, etc. Et il s'est aperçu au fur et à mesure que ces enfants étaient très sereins, très calmes par rapport à d'autres enfants du même âge qu'il connaissait. Donc, voilà comment est née cette pratique de Sign with Baby, c'est-à-dire de signer avec les enfants. Donc, Élodie, tu es maître praticien en PNL, tu es directrice d'une crèche et tu vas nous parler de cette pratique du geste associé à la parole que tu as mis en place depuis plusieurs années au sein de ta structure.
avec tes collaborateurs et aussi avec les parents. C'est ça, oui. Et tout à l'heure, pour faire le lien avec la conférence de Michael Hall, on parlera aussi de ce qui est important dans cette pratique du geste qui est associé à la parole. Donc, Élodie, tu peux nous dire en quoi consiste cette pratique du geste associé à la parole avec les bébés, des bébés qui ont entre 6 mois et 18 mois, quoi, hein? Alors, bonjour à tous et bonjour Marc. Donc, effectivement, on pratique le geste associé à la parole. Donc, qu'est-ce que le geste associé à la parole? Ce sont donc des signes qui sont issus de la langue des signes française. C'est un outil ancré dans une démarche globale d'accompagnement de l'enfant dans la bienveillance. Donc, effectivement, pour une meilleure réponse à ses besoins. Donc, l'enfant est acteur dans l'échange. De fait, il se sent reconnu comme un être à part entière et soutenu dans sa construction identitaire. Cet outil permet aux bébés, donc, qui sont en phase de langage préverbal, d'exprimer ses besoins, ses ressentis, ses goûts, et donc entrer en lien avec son entourage. Donc concrètement, Élodie, supposons que je sois un bébé de 6 mois ou de 9 mois ou d'1 an et que tu perçois un besoin primaire comme celui de boire, de manger. Quel signe tu vas faire exactement? Montre-nous. Alors donc, déjà au préalable, il y a en fait toute une connaissance fine de l'enfant qu'on a besoin de connaître. Alors ça passe déjà dans un premier temps par toute cette phase de familiarisation et d'adaptation de l'enfant dans notre structure. Donc lorsque le parent vient pour la première fois avec l'enfant dans l'établissement, eh bien on va lui poser tout un tas de questions aux parents pour justement donc connaître les habitudes de l'enfant. Et puis aussi repérer les signes en fait. Donc là, le parent est aussi acteur dans le sens où il observe son enfant et il va nous expliquer en fait comment est-ce qu'on peut poursuivre en fait et comprendre au mieux son enfant. Donc effectivement, tout ça, ça passe par une phase d'observation. Donc quand on va repérer un signe chez l'enfant, on verbalise toujours, on va questionner. Voilà, est-ce que par exemple tu veux de l'eau? Est-ce que tu en veux encore? Voilà, est-ce que tu veux qu'on change la couche? Tout ça, ce sont des gestes qu'on va faire à l'enfant, qu'on va montrer à l'enfant et bien sûr, on associe, nous, le langage. Et puis, quel geste on va faire, par exemple, pour dire maman ou papa en même temps que maman ou papa? Oui, alors il y a les gestes, effectivement. Après, alors il y a papa, par exemple, maman aussi, mais c'est vrai qu'on utilise plus le langage qu'on va avoir besoin tout au long de la journée dans la structure. Pour répondre aux besoins primaires. Donc, c'est vrai que les gestes les plus utilisés, ça va être le doudou, faire pipi, voilà, si l'enfant a besoin d'aller aux toilettes. Manger, oui, faire pipi, voilà. Encore, c'était pas très clair. Ah voilà, pipi. Et voilà. Et sinon, effectivement, voilà, ce sont ces gestes-là qui sont le plus utilisé. Donc, le but, c'est vraiment de ne pas, enfin, en tout cas chez nous, dans notre structure, de ne pas trop étendre non plus le nombre de gestes, mais plutôt, on a choisi d'identifier les gestes les plus courants et utilisés dans notre quotidien. Alors, maintenant, qu'est-ce qui est important dans cette pratique? Qu'est-ce que ça amène à l'enfant? Qu'est-ce que ça amène à la relation parent-enfant? Parce que, voilà, depuis l'auto, on sait que le bébé est une personne, le parent aussi, c'est une personne, et je pense que vous avez un rôle dans la construction de la parentalité et dans ce lien parent-enfant. Donc, qu'est-ce que cette pratique du geste associé à la parole amène dans le développement de l'enfant et dans la relation parent-enfant? Alors, donc nous sommes, nous les humains, donc des communicants, voilà, on passe par là, et donc l'enfant, en fait, dans son apprentissage, passe par, du coup, l'imitation. Et donc ça, c'est grâce aux neurones miroirs. Donc c'est vrai que quels sont les bénéfices de signer avec l'enfant? Donc effectivement, lui donner goût à communiquer. Donc ça stimule effectivement le processus d'apprentissage, soutenir ses compétences langagières. On remarque vraiment une atténuation des pleurs et des frustrations de l'enfant, puisqu'effectivement l'enfant se sent compris. Il est donc plus apaisé puisqu'on répond plus à ses besoins. De fait, ça renforce la confiance en soi et l'estime de soi.
ça enrichit le lien et la complicité donc avec le parent et puis aussi avec les figures d'attachement, hein, puisque quand il est accueilli en structure d'accueil, eh bien voilà, nous sommes la relève ou voilà pour l'enfant et donc bébé se fait comprendre plus tôt, il peut exprimer ses besoins, ses envies, ses émotions. Donc, tu as installé ça avec tous tes collaborateurs, les éducatrices, les éducateurs, les puéricultrices, et j'imagine qu'il y a eu un peu de formation. Comment tu peux motiver les parents à entrer dans cette pratique du geste associé à la parole, aussi quand ils reprennent l'enfant et chez eux? Alors, donc déjà, dans un premier temps, c'est vrai qu'au premier rendez-vous avec les familles, on explique nos différentes pratiques. Voilà, nous, on fonctionne sur des groupes ouverts où c'est l'enfant qui est acteur de sa journée. Donc, c'est l'enfant qui choisit dans quelle pièce il veut aller en fonction de, voilà, s'il a besoin plus de motricité, plus d'aller dans la construction, un coin un peu plus cocooning, etc. On pratique le portage en écharpe et donc le geste associé à la parole. Et donc ça, c'est une chose que je transmets aux familles dès le premier rendez-vous. Alors, il y a des familles qui en sont très, voilà, qui prennent ça tout de suite très à cœur. Et puis d'autres, en fait, où on remarque que finalement, c'est grâce à l'enfant que la famille rentre dans ce processus-là, puisque finalement, ils vont venir vers nous en nous disant « Tiens, on a remarqué que à certains moments, on voit un petit doigt s'agiter, on se pose la question, qu'est-ce que ça veut dire ?» Donc finalement, c'est des fois l'enfant qui amène le parent à rentrer dans cette démarche. Bon, et puis finalement, hein, avant de conclure, hein, pour faire le lien avec la conférence de Michael Hall, on voit bien que cette pratique qui est comportementale, elle est reliée à des valeurs très importantes, hein, c'est-à-dire celle où l'enfant se découvre être sujet aussi dans la relation, capable d'exprimer ses besoins. Et comme tu le disais tout à l'heure, ça développe à un âge très précoce le sentiment de sa personne, du moi, la construction du moi et de l'estime de lui-même. Hein. Et ça doit être très motivant pour les personnes avec qui tu travailles, que cette pratique soit liée à ces valeurs, hein, du développement de l'enfant, de l'estime de l'enfant. Oui, effectivement, en fait, le vrai lien en fait entre notre pratique dans la structure et puis la PNL, c'est vraiment la communication non verbale. Et en prenant conscience en fait de tout ça, c'est vrai que l'équipe adopte un comportement face à l'enfant qui rentre vraiment dans le concept de la PNL, c'est-à-dire voilà, un peu l'état coach où on est vraiment présent, on se met au niveau de l'enfant en fait pour du coup interagir avec lui. On l'observe, on a vraiment une phase d'observation particulière. Et puis en fait, une fois qu'on a vu le geste à l'enfant, donc on reverbalise en fait ce que l'enfant veut. Et voilà, on sent vraiment que, d'ailleurs, on le remarque souvent, c'est que par exemple, si on est en train de faire une comptine et qu'on chante une comptine signée, par exemple, les enfants donc sont à l'écoute et puis tout à coup, on peut apercevoir un enfant qui va faire le signe encore pour qu'on recommence en fait cette comptine. On identifie que si par exemple la professionnelle qui était en train de proposer la comptine n'a pas vu le geste, l'enfant va vite se déplacer vers elle et puis lui donner un petit coup en fait dans l'épaule pour lui dire regarde-moi en fait, identifie ce que je suis en train d'essayer de te dire. Donc voilà, il y a vraiment tout un lien qui est créé et on voit que les enfants effectivement s'autorisent en fait et ont besoin de ça maintenant. Et puis une dernière chose peut-être, et on va conclure, hein, c'est le geste, c'est pas, on signe pas seulement comme dans le langage des sourds-muets, c'est toujours le geste associé à la parole, c'est-à-dire que l'on va créer un pont entre le langage analogique et le langage digital, c'est-à-dire qu'on va propulser l'enfant à parler, hein, on va le stimuler à parler de manière peut-être plus facile et plus précoce. Hein. Effectivement, et puis aussi une notion qui est aussi importante, c'est que il y a des enfants qui passent par le signe, d'autres enfants qui n'y passent pas. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ça stimule en tout cas l'apprentissage de la langue. Et donc voilà, on ne force jamais un enfant à signer. Voilà, c'est par contre nous, on va toujours associer ce geste. Très bien, très bien. Et en disant le mot. Hein, en disant le mot, tout à fait.
en disant le geste et la parole encore. Hein, et on prépare l'enfant à dire le mot, hein, bien sûr. Exactement, c'est ça. Lorsque les appareils phonatoires seront constitués, c'est-à-dire vers l'âge de 2 ans, 2 ans et demi, hein, c'est cela, hein, Élodie? Oui, tout à fait. Eh ben, merci pour ce partage, d'avoir partagé comment la PNL aussi peut être appliquée dans différents domaines, et là, dès l'âge de quelques mois. Hein. Merci Élodie. Merci Marc, merci. Bon appétit à tous alors. Hein. C'est bon, tout le monde est dans la salle? C'est OK? Alors là, vous allez assister à un entretien entre Marc et Céline. Céline est chef sapeur-pompier et elle va, au travers d'échanges avec Marc, vous expliquer ce que la PNL a apporté dans sa relation. Voilà. À vous. OK. Bonjour Céline. Bonjour Marc. Voilà, écoute, je suis content qu'on ait cet entretien. Je te remercie d'avoir accepté de partager dans ce congrès ce qu'il y a dans ton métier. Alors, je sais que dans la salle, il y a des soignants, il y a des coachs de santé, et je suis sûr que vous avez pu vérifier que juste avec une question pertinente, quand on est soignant ou coach de santé, ça permet d'éviter une dégradation de la santé de la personne qu'on accompagne, éventuellement de trouver le remède pertinent. Eh bien, c'est ce qu'on va voir aussi avec les sapeurs-pompiers, dans le travail des sapeurs-pompiers. Eh bien, ça permet parfois une bonne question avec le métamodèle permet vraiment littéralement de sauver des vies. Hein. Donc Céline Di Girolamo est formatrice de formateurs chez les sapeurs-pompiers. Elle est aussi maître praticien PNL, coach PNL. Donc voilà, Céline, est-ce que tu veux bien partager avec nous voilà, comment tu appliques la PNL dans ton travail de formateur, hein, de sapeur-pompier? D'accord. Oui, alors la PNL nous avons injecté la PNL dans la formation des formateurs suite à une importante réforme de la formation chez les sapeurs-pompiers qui impose désormais aux formateurs de devenir des formateurs accompagnateurs. C'est-à-dire que les formateurs ne se situent plus en face de leurs stagiaires, mais directement à côté d'eux pour les accompagner dans leur développement de compétences. Donc, c'est un énorme changement de posture chez les sapeurs-pompiers où on bascule d'une formation très descendante à une formation horizontale. Et donc, pour donner une image un peu très caricaturale, donc on a fait sortir le sergent instructeur pour faire entrer le coach dans la formation chez les sapeurs-pompiers. Oui, c'est comme du tutorat, hein, c'est très différent et c'est beaucoup plus sur le terrain. C'est beaucoup plus sur le terrain. Oui, c'est de la formation fondée sur l'approche par les compétences ou évidemment qui passe par énormément de pratiques. Très bien. Donc voilà, dis-nous un peu, je sais que tu as beaucoup d'anecdotes à nous raconter qui illustrent bien les applications de la PNL. Alors, hors cadre de la formation, Marc ? Dans le cadre des interventions, par exemple? Des interventions, je pense que c'est ça qui va nous intéresser. D'accord. Alors, dans le cas des interventions, nous avons ce double enjeu qui est de faire rencontrer deux notions qui peuvent paraître antinomiques, c'est-à-dire que à la fois nous sommes dans un contexte d'urgence, parce qu'il faut aller vite pour éviter l'aggravation de l'état de la victime, et en même temps, on a besoin d'établir le rapport avec les victimes pour faciliter leur prise en charge. Moi, j'ai besoin sur intervention que la victime me parle, que j'ai besoin de rentrer en contact avec elle pour qu'elle puisse me dire où elle a mal et puis quel est son degré d'intensité de douleur pour pouvoir la prendre en charge dans les meilleures conditions. Voilà. Et donc, on va établir ce rapport pour éviter son aggravation parce que établir le rapport va permettre de réduire son stress. Donc, on va réduire l'aggravation de l'état à la fois psychologique et physique. C'est cela. Donc, il ne s'agit pas de soigner le traumatisme,
mais d'atténuer le traumatisme pour passer des relais après aux soignants. Hein. C'est bien cela, Céline. Tout à fait, tout à fait. Nous sommes confrontés à des victimes qui sont traumatisées, qui peuvent l'être en tout cas, qui le sont la plupart du temps. Et notre enjeu consiste à prendre en charge une personne qui vit un traumatisme et qui par la suite sera prise en charge en ce qui concerne ce traumatisme par des psychologues ou des personnes compétentes. Il y a une histoire qui m'a interpellé quand on a préparé cet entretien, c'est cet accident de voiture où des sapeurs-pompiers qui avaient été formés à la PNL. Oui, alors c'est une application directe du métamodèle. Je t'avais cité l'exemple d'un accident de voiture, donc nous sommes déclenchés pour un accident de voiture. Et effectivement, quand on arrive sur les lieux, il y a un véhicule accidenté, c'est la nuit, avec une personne seule à l'intérieur. Et donc on aborde la personne, bonjour monsieur, nous sommes les pompiers, nous allons nous occuper de vous. Que s'est-il passé? La personne ne répond, on a eu un accident. Et là, on répond, est-ce qu'il y avait d'autres personnes avec vous dans le véhicule? Oui, il y avait mon frère et sa femme. Et à ce moment-là, forcément, l'intervention prend une autre dimension parce qu'on passe d'une victime à potentiellement 3 victimes, dont 2 peut-être éjectées, ce qui suppose demande de renfort, et puis d'autres moyens mobilisés et d'autres personnes à prendre en charge, à faire des recherches aussi pour les retrouver, ces personnes, parce que c'est la nuit et voilà. Donc, questionner l'index de référence, comme on dit en PNL. Tout à fait. Et questionner les omissions, c'est ce que l'on fait très régulièrement quand on aborde une personne. On va aussi pratiquer le métamodèle, l'écoute active. Une personne qui nous dit j'ai mal au pied, vous me dites que vous avez mal au pied, très bien, et est-ce que vous avez mal ailleurs aussi, ou si vous avez mal à ce pied, où exactement avez-vous mal au pied, et quel est votre degré d'intensité de douleur? Voilà, que s'est-il passé? Pourquoi avez-vous mal au pied? On va questionner énormément. Oui, donc questionner sur cette omission, eh bien, les pompiers ont pu finalement comprendre qu'il y avait 2 personnes qui avaient été éjectées hors du véhicule. Ils ont pu les retrouver, ces personnes? Oui, bien sûr, oui. Oui. Tout va bien. Tu nous parlais de l'importance de la synchronisation, hein? Pardon? L'importance de la synchronisation, hein? Oui, j'avais mis des photos, je ne sais pas si on peut les projeter. C'était assez parlant. Donc, sur ces photos, on va voir où ça va venir. Hein. Publicité. On voit 2 sapeurs-pompiers qui s'agenouillent et qui se mettent au même niveau de la victime. Hein. Oui, alors ce qu'on apprend aux sapeurs-pompiers dans le cadre de leur formation initiale dans le domaine du secours à personne, c'est que quand elles vont aborder une personne, elles vont se mettre à leur hauteur. Ça peut paraître logique, mais ça n'a pas toujours été le cas dans les pratiques chez les sapeurs-pompiers. C'est-à-dire qu'un pompier, c'est quoi? C'est une personne qui est en tenue déjà, c'est une personne qui porte des rangers, qui parfois peut porter une veste de feu, un casque, et se synchroniser, ça va être pour une personne qui est assise par terre, ça va être se mettre à sa hauteur. Donc on est dans la synchronisation physique, mais cette synchronisation, bien entendu, elle peut être verbale aussi en fonction de ce qu'on doit partager avec la personne. On va vulgariser aussi nos propos pour les rendre accessibles. Oui, et à quoi sert cette synchronisation? Donc développer bien sûr un lien de confiance, atténuer le stress, hein, puisqu'on va être en relation avec une personne et on va entrer dans un débriefing, c'est bien cela. Hein. Oui, c'est ça. L'enjeu principal, c'est d'établir le rapport pour entrer en communication avec cette personne, pour obtenir aussi un maximum d'informations et favoriser la prise en charge. C'est-à-dire que la qualité de la relation va influencer globalement la prise en charge des victimes. Très bien. On arrive un peu au bout de cet entretien. Est-ce qu'il y a autre chose qui te vient, que tu aimerais partager? Oui, si on reste sur les interventions, je peux aussi parler aussi de calibration. On parlait tout à l'heure des bébés en crèche. Alors effectivement, parfois on a des victimes qui ne parlent, ça descend.
On a des victimes qui ne parlent pas, les bébés ne parlent pas, les victimes prostrées, paniquées ne parlent pas. Eh bien, la calibration à ce moment-là va rentrer en jeu pour pouvoir localiser leurs blessures et puis évaluer le degré d'intensité de la douleur. Et puis, on a parlé aussi d'écoute active, de quoi j'ai parlé encore tout à l'heure, de métamodèles. On va utiliser aussi les métaphores pour rendre nos propos plus accessibles. Et pour les petites filles, par exemple, on va faire appel à la Reine des Neiges pour apaiser leurs blessures, leurs brûlures. Voilà. Et on va aussi utiliser, on va s'inspirer de l'ancrage et de la visualisation pour stabiliser. Ça, c'est clairement un terme qu'on utilise pour stabiliser l'état psychologique de la victime, où on va lui dire, bah, écoutez, monsieur, madame, je vais peut-être vous demander quelque chose qui va vous paraître bizarre dans le contexte actuel, où il y a des gyrophares de partout, où il y a du bruit, où il y a du matériel qui est sorti, mais je vais vous demander de vous déplacer dans un endroit où vous vous sentez en sécurité, où vous êtes calme et détendu, etc., etc. Voilà, donc on va aussi utiliser ces techniques-là. Bien, et toi, en tant que formatrice, ben, tu transmets aux futurs tuteurs, formateurs, coachs de sapeurs-pompiers toutes ces techniques finalement. Hein. C'est ce qui est transmis en tout cas, oui, aux sapeurs-pompiers, oui. Ben, je te remercie beaucoup, hein, Céline, de ce partage. Merci à toi. On peut applaudir, hein, merci. On dit ça, oui, des praticiens de longue date, voire des formateurs. Je voulais savoir comment vous faites pour ne pas vous ennuyer. Ça, c'est facile. Quelle est la chose suivante qu'il y a à travailler? C'est quoi le travail suivant? C'est quoi c'est se fixer des objectifs? En tout cas, moi, chaque année, je me fixe un objectif de dire qu'est-ce qui n'existe pas, qu'est-ce qu'on ne sait pas faire et comment je pourrais travailler ça pour que dans un an, on puisse le faire, quoi, et le passer. Je passe le micro, il y a peut-être d'autres réponses. Moi, je ne m'ennuie en aucune façon parce que c'est l'émerveillement de chaque rencontre, que ce soit en formation, en coaching ou en thérapie. Je veux dire, c'est pas les mêmes personnes. Il y a des points communs, il y a tellement de différences. Et puis, ce sourire qui émerge, ce meilleur bien-être qui apparaît, comment pourrais-je m'ennuyer à ça, dans cet émerveillement, au contraire? Je suis d'accord avec ce qui vient d'être partagé et peut-être la joie, l'émerveillement, d'être connecté au somatique, au mouvement, au génératif, à tout ça et de toutes ces rencontres. En fait, c'est la joie, c'est la vie. C'est une question que je ne me suis jamais posée en fait. Merci. Je crois que pendant longtemps, j'ai utilisé la PNL à titre individuel et aujourd'hui, je pense que la PNL a un grand avenir à modéliser les collectifs. Et à mon avis, c'est un champ d'exploration qui est aussi fascinant. Je crois que, je traduis, I think that for a long time, I've used NLP as a personal development thing. And now these days, I really think that we need to bring NLP to the level of the collective and how it can help support the modelization of crowds, collective, so that it serves best our earth. So Judith Delosier calls that the collective hero's journey. Judith Delosier appelle ça le voyage du héros collectif. Nous ne sommes plus dans un voyage du héros individuel aujourd'hui, nous sommes dans un voyage du héros collectif. Et je crois, je crois que la PNL a vraiment la structure, l'instrumentalisation, les instruments pour offrir son savoir au service de ça. I really think that NLP has the instruments and the tools to offer that forward. Knowing NLP, how could you get bored? Si vous connaissez la PNL, comment vous pouvez vous ennuyer avec ça? Every day is a new experience if you have the spirit of curiosity. Tous les jours, c'est une nouvelle expérience à condition que vous ayez l'esprit de la curiosité et la curiosité en vous.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et si je réfléchis à ma vie, je pense que je n'ai jamais fait 2 fois pareil dans mes formations en PNL. J'ai toujours créé des nouvelles façons de transmettre, d'innover, etc. Donc, je ne connais pas l'ennui. Et non. Merci en tout cas pour cette belle question qui nous met en joie. J'ajouterais le fait que justement au sein d'NLPNL, on a l'occasion de croiser les copains, quoi, les collègues, et les échanges qu'on a entre nous nous invitent à nous améliorer. Ça ouvre des perspectives, des regards qu'on n'avait pas pensé, et dire ah ouais, c'est pas bête ça, il faut que j'essaye ça. Et c'est aussi une émulation collective, c'est pas un travail tout seul. Et en tout cas, moi, j'ai besoin de venir tous les ans ici, souvent juste là, hein, mais voilà, d'entendre les autres, d'échanger dans les pauses, des fois des choses qui se disent super, voilà, qui font réfléchir et qui vont remplir la suite, ça va remplir les mois suivants, quoi. Des questions, des commentaires? Ah, ben voilà. OK, bien. OK. Nous, en tout cas, je parle pour moi, mais aussi mes 2 collègues depuis 2 jours. Je trouve ça incroyable, la synergie. On est d'un autre continent, mais on vit les mêmes choses. Puis je pense qu'on a tout à travailler pour faire connaître la PNL. C'est une richesse incroyable. C'est le diamant qui est dans les tiroirs que maintenant il faut rendre visible pour que tout le monde voit, parce que ça peut aider aussi les individus. Et moi, je suis plus du côté entreprise et équipe, et je suis enchanté d'entendre que je pense que le jour qu'on va se retourner aussi vers les équipes, et on va rayonner beaucoup, beaucoup, parce que beaucoup d'entreprises ont besoin de ce qu'on fait et de ce qui est merveilleux, de ce qui sort de ça, là. Donc, grand merci. C'est un honneur d'être avec moi, d'être avec vous aujourd'hui. Benoît, je t'avais dit qu'on ne viendrait pas pour rien, hein? Ben moi, je voudrais m'adresser premièrement au panel pour commencer. Je voudrais souligner votre humilité. Vous êtes des experts, mais vous nous avez abordés au même niveau que vous et je vous en remercie grandement. De Michael à tout le monde, mais principalement Michael en commençant ce matin avec vous tous et vous toutes. Et merci spécialement à Marina. Ça fait 1 année qu'on communique ensemble, qu'on échange. Et j'aurais pas cru que tu étais une aussi belle personne et que tu avais un aussi bon groupe de personnes aussi. Merci. J'aimerais aussi remercier ceux et celles avec qui aujourd'hui j'ai eu la chance d'échanger. Et c'est comme si j'avais rencontré et mes sœurs et mes frères pénélistes. Immédiatement, on communique. J'ai senti cette bienveillance qui fait partie intégrale de chacun, de chacune de nous. Alors, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci, merci beaucoup, Michel. D'autres questions? Alors moi, j'ai envie qu'on les applaudisse très fort, vraiment. Merci infiniment. Le comité directeur de la fédération, chaque année, la fédération offre un prix, soit un membre d'honneur, parce que des choses merveilleuses sont arrivées, n'est-ce pas Jean-Luc? Parce que grâce à toi, des choses ont été importantes dans notre vie. Et puis, il y a aussi des personnes qui contribuent généreusement. Et elles contribuent aussi parce que bon nombre d'entre vous rédigent des livres, rédigent des articles. Et quelqu'un les met en musique, quelqu'un les associe, quelqu'un fait un travail merveilleux. Et j'ai envie d'appeler Evelyne Erner, à qui la fédération va remettre le prix NLPNL. Alors d'abord, je ne vous l'avais pas montré. Voilà. Voilà.
Evelyne, au nom du comité directeur, voté à l'unanimité par le comité directeur de la fédération et donc au nom de la fédération, nous sommes heureux de te remettre le prix NL-PNL 2023. Merci. Merci beaucoup. Waouh. Je suis vraiment très touchée. Mais métaphore, c'est pas seulement moi, c'est une œuvre collective. Ah, ici, comme ça. Métaphore, c'est une œuvre collective, c'est un travail d'équipe. Moi, je ne suis que le chef d'orchestre, puisqu'elle vous l'a dit, je mets en musique, et un chef d'orchestre qui se fait plaisir en plus. Mais métaphore ne serait rien, effectivement, parce que c'est les auteurs qui font la qualité de métaphore par leur diversité et par leurs inspirations, par leurs textes. Et c'est aussi les relectrices. Je voudrais remercier particulièrement mes 2 relectrices favorites, qui sont André et Stéphanie, qui débusquent les contresens, qui remettent en place les virgules qui changent complètement le sens de la phrase. J'ai un remerciement particulier au correcteur orthographique automatique, parce que alors lui, il nous rend bien service. C'est un outil précieux qui chasse les, comment on appelle ça, les coquilles. Voilà, je cherchais le mot, les coquilles. Ah oui, et la qualité de métaphore, c'est aussi et surtout, en même temps que les auteurs, c'est l'imprimeur et bien sûr le maquettiste Guy Comte, qui sont toujours disponibles et qui, même quand ça les arrange pas du tout, par exemple au moment des fêtes de Noël, ça, enfin, ils se débrouillent pour le faire quand même. Ah, j'ai une pensée particulière aussi pour Eugène, mon complice d'antan. Et je veux remercier celles et ceux d'entre vous qui ont eu la bonne idée de me retenir, de penser à moi pour cette marque de reconnaissance. J'apprécie énormément. Et puis surtout Marina aussi, avec qui j'ai plaisir à travailler. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Evelyne. Merci infiniment. Bien, le congrès va se terminer. Nous allons prendre un pot juste à côté. Simplement, j'ai juste envie de vous donner 3 dates. Le congrès janvier 2024, notez, ça doit être le samedi 27 janvier ou 28 janvier 2024, quelque chose comme ça, notez. L'université d'été du collège des enseignants, formateurs, experts en PNL, c'est le 24 janvier 2023. Notez-le. Juin, pardon. On est tellement bien finalement. Donc, c'est le 24 juin 2023. Nous vous donnerons des informations au fur et à mesure, c'est promis. Deuxième université, l'université du Collège des coachs PNL, le 14 octobre 2023. Retenez bien ces dates. 24 juin, 14 octobre, 25 ou 27 janvier 2024. Ce sont les dates importantes. 27, donc 27 janvier 2024. Et en même temps, au cours de l'année, les associations, dont Paris-Île-de-France, qui fait un travail remarquable, proposent des animations, des ateliers. Je vous invite à regarder le site de la fédération parce que toutes les personnes membres de la fédération et membres d'une association qui elle-même est membre de la fédération bénéficient de tous les tarifs préférentiels de toutes les associations. Ça veut dire si c'est gratuit pour tout le monde. Si c'est payant, si c'est un tarif préférentiel, c'est un tarif préférentiel pour tout le monde. Donc voilà, notez aussi que certainement en 2023, nous irons peut-être, la fédération ira peut-être, on essaiera de voir comment est-ce qu'on déporte la fédération en Tunisie. On déporte en Méditerranée, j'ai vu Isabelle Loire, pas très loin, Véronique qui est la responsable de l'antenne de Méditerranée. Et bientôt, nous aurons une antenne en Bretagne, donc, mais ça, on vous en dira un peu plus longtemps. Donc voilà, je vous remercie infiniment. Je voudrais, avant que tous les membres du comité directeur de la fédération montent afin que tout le monde vous applaudisse. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, parce que c'est grâce à vous aussi que ce congrès a lieu et je veux infiniment vous remercier. Applaudissez-les, vraiment.
Alors voilà, faites une belle photo, puis je vais vous donner leur nom de Armel, qui est la secrétaire fédérale. Applaudissez-la. Et qui est membre du Collège des enseignants formateurs experts en PNL. Véronique, qui est responsable de l'antenne Méditerranée, anciennement présidente de Méditerranée. Voilà, donc vous pouvez l'applaudir chaleureusement. Dora, qui est membre du comité directeur, présidente du collège des coachs de la fédération NL-PNL. Elle est aussi responsable de l'antenne de Tunisie. Applaudissez-la aussi. Gilles Mochon, trésorier de la fédération, mon compère, le juriste du CD, membre du comité directeur de la fédération. Et accessoirement, mari de Dora, mais je crois que vous l'avez compris, ça, non? Olivier Maeder, qui est membre du comité directeur et vice-président de l'association NL-PNL Paris-Île-de-France. Voilà. Chantal Servet, que vous avez rencontré tout à l'heure, membre du comité directeur de la fédération. France Doutrio, passionnée, passionnante, membre du comité directeur, présidente du collège des psy NL-PNL. Le petit dernier au niveau des collèges, Alain Thierry, membre de la fédération, membre du comité directeur et président du nouveau collège des experts en pédagogie PNL, Alain Thierry. Et bien sûr, la fédération ne serait pas la fédération s'il n'y avait pas eu ces enseignants. Et pour représenter ces enseignants, eh bien, nous avons Paolo Michelini. Voilà, ben, et moi-même, Marina Gana. Merci infiniment. Merci. Donc voilà, retenez bien ces 3 dates. Regardez le site de la fédération. Osez nous écrire quand quelque chose, vous entendez quelque chose. Écrivez-nous si vraiment il y a des choses qui ne vont pas bien. Moi, je voudrais aussi faire un coucou. Marie-Christine, tu peux venir nous voir, s'il te plaît. Là. Voilà. Je voudrais que on passe là parce que voilà. Loïc, tu es là aussi? Voilà, je voudrais qu'on l'applaudisse chaleureusement. C'est la présidente de NL-PNL Paris-Île-de-France. Et je voudrais aussi que vous applaudissiez Loïc, qui est président de NL-PNL Belgique. Et je voudrais maintenant que le président de SIG-PNL vienne sur l'estrade avec le futur vice-président et le secrétaire, trésorier. Et on fera venir Michael aussi. Hein, voilà. Est-ce que, Elisabeth, tu peux prendre une photo, les applaudir? Parce que, en fait, la fédération est représentée à l'international, mais il manque Michael. J'aimerais bien que Michael, vous puissiez venir sur l'estrade. Je ne sais pas si Christina est partie. Parce que Christina Le Breton, membre du Collège des enseignants, est aussi la représentante de l'association allemande de PNL. Donc, vous voyez que la fédération NL-PNL France, eh bien, se diversifie à l'international, s'agrandit à l'international. Donc, je vous remercie de bien les applaudir. Voilà. Voilà, ben écoutez, je vous remercie infiniment. Maintenant, nous allons passer à côté et puis nous allons passer un joli moment tous ensemble. Merci.